Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 60 minutes montre en main. Vous me connaissez peut-être, je suis Quentin Liénard, je tiens la page 1 minute montre en main où je parle de complications horlogères et de montres historiques, iconiques. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une marque qui va devenir iconique ou historique, puisque 60 minutes montre en main, c'est le podcast qui s'intéresse à ceux qui font, à ceux qui vivent et à ceux qui font vivre l'horlogerie. Et aujourd'hui, encore une fois, un homme qui correspond très bien à cette définition, puisque c'est Sylvain Berneron. Bonjour Sylvain. Salut Quentin, merci d'être venu. Ça va? Ouais, super. Je te dérange, je sais que vous êtes tous des gens très occupés. Merci de m'accorder un peu de temps. Bah, On va faire 60 minutes, pas plus. merci à toi vraiment d'avoir pris le temps de nous rendre visite, c'est super sympa. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, en quelques lignes, puisqu'on va revenir longuement sur ton parcours, tu es cofondateur et designer et maintenant CEO de Berneron, marque indépendante lancée en 2022, récompensée du prix de l'audace au GPHG en 2024. Et en tout, on va y revenir donc pendant 60 minutes et on va commencer par retracer tout ton parcours. Voilà, on va aller assez vite, hein, sur ton Mhm. enfance. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Ensuite, on verra comment tu penses tes pièces, quel plan tu as pour l'avenir. Je crois qu'il y a un plan au cordeau. On fera un petit jeu, un tu préfères. Mhm. Il va falloir te mouiller un petit peu, Ouais, avec attention. plaisir. Et puis à la fin, eh ben, je te demanderai de me citer quelqu'un qu'on pourrait inviter pour un prochain épisode. Un ami ou alors un ennemi, si tu veux, qui se ramasse dans le podcast. Tu fais comme tu veux. Est-ce que ça te convient? Avec grand plaisir, c'est parti. Alors on y va. Tu né en région parisienne en quoi? En 89? En 88, ouais, fin 88, donc quasi 89, je suis né à Versailles, j'ai grandi à Versailles, donc en périphérie de la région parisienne, d'un père ingénieur et d'une maman qui était assistante de direction et qui faisait de la peinture à ses heures perdues, enfin pas qu'à ses heures perdues, quand même beaucoup. Donc je suis un espèce d'hybride entre, disons, beaucoup de méthodes qui vient de mon père et une culture artistique assez prononcée qui m'a été donnée par ma mère. On a notamment des murs ici qui n'ont pas été terminés, car j'ai une phobie des murs blancs. Moi, j'ai grandi dans une maison où ma mère, elle peignait directement sur les murs, donc j'ai une grande appétence justement pour des choses avec un petit peu d'aspérité. Je pense que ça ressent un petit peu dans les montres qu'on fait aussi. Donc j'ai grandi en faisant de la moto quand il faisait beau avec mon père et de la peinture, du dessin quand il pleuvait avec ma mère. Voilà, je suis un mix des deux. Naturellement, j'ai étudié au lycée les arts appliqués. Donc on a ce bac STI arts appliqués en France qui permet de faire ça, d'introduire progressivement des disciplines d'art petit à petit dans le cursus. Ensuite, à l'université, j'ai étudié le design industriel à travers une école qui s'appelle Strat College, qui s'appelle Strat, je crois maintenant ils ont changé de nom, qui est en région parisienne. Et j'ai choisi dans ce cursus une formation de design transport, qui est finalement le design industriel le plus technique, je dirais, qu'on peut trouver, qui a une formation assez généraliste. J'ai des copains maintenant qui font des avions, des bateaux, des voitures, des trains, des montres, quoi d'autre, des objets très techniques comme des machines-outils, des choses comme ça. Donc voilà, c'est un peu le tronc commun, je dirais, qu'amène pour faire ça, parce qu'on peut pas avoir des cursus, je dirais, sur mesure pour chaque discipline. Ce serait impossible, où il y aurait 2 élèves par classe. Mhm. Euh, et en cours de mes études, j'ai gagné un stage, parce qu'à l'époque, ça se fait plus trop maintenant, ou alors c'est moi qui suis plus à la page, mais il y avait des concours de design étudiants, c'était génial, c'était inter-école, donc il y avait toutes les écoles d'Europe, on se rejoignait sur un sujet, là c'était le concours Michelin à l'époque, et on gagnait pas de l'argent, on gagnait des stages ou du soutien en fait des marques. Moi j'ai gagné un stage de 6 mois chez BMW, et en troisième année je suis parti 6 mois à Munich chez BMW. Ok. Ça a été une baffe, mais vraiment dans le sens très positif. Parce que j'ai découvert l'industrie automobile allemande et presque le côté religieux que c'est. Donc d'avoir tout un pays qui soutient cette industrie, qui est quand même un pilier économique presque vital, hein, pour l'Allemagne. Mhm. Euh, j'ai appris des méthodes de travail, une certaine fierté de faire partie d'une entreprise, une culture. Voilà tout un ensemble de valeurs qui m'est encore très cher aujourd'hui dans la manière dans laquelle je travaille. Et puis après 6 mois chez BMW où ça s'est très bien passé, ils m'ont proposé de rester, de devenir Werkstudent, ce qui est l'équivalent d'un apprentissage en Suisse ou en France. Mhm. Et ce que j'ai accepté, donc je travaillais 35 heures par semaine chez BMW et le soir j'allais à l'université de Munich valider des crédits européens euh, parce que BMW avait cette possibilité en fait de se coupler avec l'organe d'enseignement allemand
pour permettre justement de et ça, c'était moi, en tant que Français, c'était une révélation. Ouais, parce que c'est pas vraiment de l'apprentissage dans le sens où tu avais pas quand même un temps d'école, quoi. C'était Non! sur ton temps libre, l'école. Ouais, Ouais, dur tu ça. vas à l'école bah, alors dur, oui et non, parce que tu as une paye comme un salarié, Mmh. donc assez jeune, tu vois? Moi, j'avais 19 ans, heu, parce que quand tu viens en stage, c'est papa, maman qui t'aide. Moi, ma paye, c'était 650 € par mois, le loyer, c'était 400 balles, donc autant te Ouais. dire que tu y a pas besoin de faire maths sup, maths spé, tu vois? Clairement, tu es sous perfusion de ta famille qui t'aide Mmh. pour faire ça. Et j'ai pu et c'était d'ailleurs ma première question qui était pas très romantique, mais quand on m'a proposé un apprentissage, c'est le premier truc que je leur ai dit. Je leur ai dit: «OK, mais moi je peux pas demander à mes parents de me faire vivre comme ça sous perfusion, Pendant des quand je années. suis à la maison, que je mange dans le frigo, c'est OK, mais quand tu commences à là, c'est moins drôle». Et ils m'ont dit: «Non, non, justement, ça fait partie du programme, BMW, grâce à cette formule, tu travailles 35 heures, tu as un salaire de jeune employé, mais qui te permet de subvenir à tes besoins et tu vas en plus, faire, entre 2 et 4 heures de cours le soir, à l'université, OK. pas tous les jours». En plus, c'était en anglais, parfois en allemand, donc autant te dire que c'était vraiment compliqué, mais tu sens que tu es dans une position où tu as vraiment le poids de l'entreprise derrière toi, hein, qui aide. Même les professeurs, ils étaient pas difficiles avec moi. Des fois, j'arrivais une demi-heure en retard, j'étais là: «Pardon, pardon, pardon», mais quand tu es retenu dans une séance où tu dois présenter ton travail, et parce que tu as le big boss qui, lui, arrive en retard, qu'on a tout fait en retard et qu'après tu dois prendre les transports pour y aller, ils savent bien que c'est pas parce que tu es un mauvais élève, mais que c'est parce que tu as été retenu par l'activité industrielle. Mmh. Et j'ai bénéficié de toute cette bienveillance, de toute cette, ouais, je dirais une certaine forme de care, je sais pas comment je dirais, ouais, une bienveillance quoi, des institutions, que ce soit BMW, l'enseignement allemand, et j'ai fini par valider un master avec des crédits européens, donc à moitié en France, à moitié en Allemagne. J'ai ensuite travaillé 6 ans chez Ah BMW. oui, tu es resté donc, comme Ah quoi ça ouais! marche leur formule. Ah mais c'est exceptionnel. Moi je suis un produit de l'apprentissage allemand en 100. Heu et je peux même aller plus loin en te disant, heureusement, parce que l'école, ça a toujours été extrêmement pénible pour moi. J'ai jamais été quelqu'un de très studieux. Je me suis ennuyé très vite au collège. C'était les pires années de ma vie. Le STIR appliqué m'a donné cette bulle d'air où je pouvais enfin voir le bout du tunnel et faire quelque chose. Mmh. Je suis très dans le faire, moi. C'est-à-dire, tu peux me parler, un quart d'heure, si je vois que ça va nulle part, je vais vite, dériver vers, il faut me donner quelque chose à faire. OK. Et l'apprentissage allemand pour ça, c'est magnifique. En Suisse, c'est très développé, plus qu'en France notamment. Mmh. Heu, Tu peux très vite sortir du cursus scolaire, faire un CFC, commencer ta carrière et si tu le souhaites, remettre une couche de théorique par-dessus pour, progresser et je trouve ça, heu, mieux, je dois dire. Bah, la différence, c'est qu'en France, c'est une mauvaise image. Faire de l'apprentissage, ça veut dire qu'on n'a pas réussi, Ouais. dans les études Ouais, ouais, les voies et de garage et tout et et c'est c'est ça la différence, c'est que des fois, il y a des jeunes moi, j'ai fait de l'apprentissage parce que je savais ce que je voulais faire. J'y suis allé et je ne regrette pas du tout, d'être dans une entreprise, ça forme plus ah oui, parfois que oui. d'être, sur les bancs de l'école. Ouais et puis pour rebondir, ça, c'est peut-être pas le sujet de la conversation du jour, mais heu, quand moi j'ai voulu faire STIR appliqué, une discussion incroyable, hein. Donc j'avais, 14-15 ans, comme quand tu passes ton brevet, je sais plus quel âge Mmh c'est mh. et puis mon père qui vient me voir, c'est solennel, hein: «Qu'est-ce que tu veux faire l'année prochaine? Va falloir choisir, la direction de tes études». Puis moi je lui dis: «Ah ouais, ouais, j'aimerais faire, STIR appliqué». «Ah c'est quoi?» Il connaissait pas. Je lui dis: «Bah, c'est pour faire du dessin». Et il me disait: «Non, non Sylvain, je te demande ce que tu veux faire comme travail». Je m'en rappellerai toute ma vie, tu vois? Il croyait que j'avais pas compris la question et que je lui répondais du style: «Ah, De j'ai faire du envie». judo, quoi. Ouais, qu'est-ce que je veux faire comme loisir? Il Ouais, a il pensait vraiment que j'avais compris la question à côté et OK. ça a été, heu, pas un conflit, mais une source de tension entre mes parents notamment, heu, parce que mon père voulait, pour me protéger, que je fasse des études scientifiques qui, amènent à tout, mais finalement à rien quand c'est Mmh. pas ça que tu veux faire. Et ma maman était plutôt, dans le parti pris de me laisser, exprimer ma passion et donc de faire ça. Je la remercie toujours, elle est plus avec nous, mais de m'avoir laissé faire ça parce que je serais mort étouffé moi à faire un bac S, vraiment. J'aurais séché les cours, tu peux être sûr, tu m'aurais perdu, hein. Mmh. Je sais pas où je serais, mais je serais pas là. Après ça fait plusieurs premières années de fac, de Ah ouais, différentes filières non, non, pas possible. et pourtant, l'Allemagne, il y a un petit goût de mal du pays, tu retournes finalement, en Exactement. France? Ouais, exactement, c'est au bout de 6 ans en Allemagne, je me suis retourné sur la situation. J'adorais mon travail, hein, je bossais énormément, heu
Et puis quand tu as le permis allemand, l'appart allemand, la voiture allemande, et cetera, mais que pour X, Y raison, tu rentres quand même très régulièrement en France pour, entre guillemets, prendre une bouffée d'air. Je me suis jamais senti chez moi en Allemagne, ça n'a rien à voir avec les Allemands eux-mêmes. C'est le climat, la nourriture, la langue, je sais pas. Ça n'a pas pris. Ouais, je me suis jamais senti chez moi et crois-moi, ça m'a fait beaucoup de peine parce que j'ai pris un plaisir incroyable à travailler là-bas, à faire tous ces projets, mais j'ai senti le besoin de rentrer à la maison. Donc ensuite, pendant 3 ans, je suis rentré à la maison, je me suis associé avec mon frère. On a fait une entreprise de design et de prototyping. Mon frère, il avait une formation de chaudronnerie traditionnelle, il est issu d'une famille militaire, donc il a été dans l'aéronautique, dans l'armée. Ok. Il a eu cet enseignement-là et on s'est associés, puis ça faisait un petit peu la main qui dessine et la main qui façonne, et puis on s'était associés pour faire ça. On a travaillé 3 ans ensemble, j'ai gardé BMW comme client, on a fait du Porsche, du Ducati, du BMW Agusta, enfin on a fait plein de trucs incroyables, euh, avec deux problèmes majeurs qui fait qu'on n'a pas continué. Euh, la répétabilité, ça c'est une erreur que j'ai fait dans mon premier business que je fais plus maintenant. Je te C'est-à-dire? donne un exemple tout bête, c'est des erreurs de jeunesse, mais ça, il n'y a que quand tu te plantes que, qu'ensuite tu peux ne plus le faire. C'est pour ça que je dis, faut pas trop réfléchir, faut faire les choses. Tu vois, moi, j'ai toujours été, je trouve, il y a une vraie noblesse dans l'intelligence pratique Mhm. de faire les choses. Parce que tu sais toujours mieux que la personne qui a lu 5 bouquins et qui te dit comment faut faire. Ça, c'est encore, mais euh, je vois que tu souris, je pense que tu dois être d'accord avec moi. On vit trop dans une société, je trouve, où il y a trop de gens qui te disent quoi faire alors qu'ils ont fait Sur- rien. ouais, surtout que tout le monde a un avis, quoi. C'est ça Ouais, qui ouais, est. voilà. Donc la pratique pour moi, c'est le juge de paix. En l'occurrence, là par exemple, je te donne un exemple, Fabro, il se reconnaîtra s'il lit ça, enfin s'il regarde cette interview. Il était directeur du design chez Ducati. J'avais un premier mandat chez Ducati, j'ai fait, je sais plus, 200, 300 heures de dessin pour eux. Euh, il me recontacte en me disant: Ah, bah j'ai un deuxième. C'est comme ça que tu travailles. Tu négocies des centaines d'heures de Ok. travail. C'est un peu des bourses, si tu veux, de travail. Tu les consommes. Une fois qu'elles sont consommées, tu négocies un nouveau contrat, etc. Il était un petit peu un mercenaire pour la marque qui fait du design, de la conception, de la prototypie au besoin, en fonction des besoins qu'ils ont. Ok. Premier mandat expiré, enfin terminé. Il me rappelle, il me dit: Ah voilà, j'ai de nouveau 400 heures, est-ce que tu pourrais les prendre? On était deux, j'avais déjà du BM, du Porsche, j'étais là un petit peu coincé. Et je lui ai dit: Écoute, franchement, je peux pas. Je- Si je le prends, je vais mal le faire, enfin, t'auras pas le même niveau de prestation. Par contre, ce que je peux faire, c'est prendre un de mes copains, embaucher quelqu'un, et puis je supervise, et puis on fait. Et puis il m'a dit: Ah non, non, c'est pas toi qui dessine, ça m'intéresse pas. Erreur fondamentale. Je fais, donc je lui dis: Ah bon, bah, je suis désolé, ça pourra pas être moi qui le fais, donc on passe, on se voit la prochaine fois. Je te la fais courte, 1 an et demi après, c'est moi qui ai une petite baisse de boulot, je le rappelle, je dis: Ah, au fait, t'as pas quelque chose pour moi? Il me dit: Ah bah si, mais la dernière fois, t'as pas pu le prendre. Maintenant, j'ai travaillé par exemple avec Quentin, ça se passe bien avec lui, je veux pas le planter pour te redonner. Et c'est comme ça que tu perds un client Ok. de manière définitive. Et il n'y a pas eu de conflit, il n'y a pas eu de sous-performance, il n'y a rien eu, c'est juste à rater un embranchement et puis c'est foutu. Ou alors la seule manière, ce serait d'attendre que Ducati ait euh, un autre surplus de, Ouais. co- Et qui repense à toi. Ouais, voilà, exactement. Donc, et ça, typiquement, c'est des erreurs de pratique que je ne fais plus maintenant. Maintenant, je gère mon Alors tu prends business. tout. Et puis Non, mais alors, c'est malheureux à dire et c'est peut-être, je devrais peut-être pas être aussi transparent, mais à l'époque, j'aurais dû prendre, embaucher quelqu'un, gérer mon Sans le dire. business, superviser, parce que c'est ma soupe, Mhm. et ensuite livrer le service. Et je suis sûr que ça aurait été bien servi. Simplement, j'ai été trop naïf, trop honnête, trop, je sais pas comment on l'appelle, mais c'était clairement une erreur. Ok. Et la deuxième, c'est quoi alors? Et la deuxième que j'ai faite, ça, c'est pas une erreur qui s'applique à tout le monde, c'est qu'avec Flo et moi, donc mon frère, on s'adore dans la vie privée, mais pour travailler ensemble, ça l'a clairement pas fait parce que on n'a pas la même, euh, je sais pas comment dire, la même vision. On était assez régulièrement opposés sur la prise de décision qu'on souhaitait prendre. On s'est associé à 50-50, ça aussi c'est une bêtise quand on est deux. Ce qui fait que bah, on arrivait à cette situation de blocage, de gauche-droite. On est coincé au milieu, qu'est-ce qu'on fait? On Et on passe. s'est retrouvé à 25 ans à appeler mon père pour régler les problèmes comme si on avait 10 ans. Bah ouais, parce qu'au bout Ouais. d'un moment, quand c'est gauche-droite et qu'il n'y en a aucun, on est Il n'y têtus en a tous les aucun qui deux. veut lâcher aussi, quoi. On est têtus les deux, c'est une Ouais. famille, tu vois. Donc, bon, bah, la seule autorité, c'était obligé d'appeler le patriarche à 25 ans pour dire comment on fait.
Et puis même lui, il nous avait dit: «Écoutez les garçons, au bout d'un moment, je veux bien vous aider 5 minutes pour trancher, mais vous allez pas opérer comme ça». Donc voilà, ça, heu, peut-être le troisième point qui m'a c'est pas ça qui m'a fait lâcher l'affaire, mais c'était encore pas très agréable, la lourdeur administrative de l'entrepreneuriat en France, c'est le jour et la nuit par rapport à un pays comme la Suisse. J'ai pas entrepris en Allemagne, mais en tout cas en Suisse, heu, tu sens vraiment que tu as un contexte favorable à l'entrepreneuriat. Mmh. Les démarches de base pour te mettre à ton compte, elles sont ridiculement basses et ridiculement courtes. Tu vas à la chambre du commerce, tu payes 120 francs pour t'enregistrer en nom personnel, c'est-à-dire Liénard, raison individuelle. Mmh. Ou en l'occurrence, moi, c'était Berneron Herry, j'ai commencé avec ça, raison individuelle. Tu fais un carnet de lait, ce qu'on appelle, c'est un petit calepin de facture comme tu as dans un bistrot. J'ai dépensé ça, j'ai gagné ça, plus, moins, merci, au revoir. En dessous de 100 000 francs, tu payes pas de TVA, c'est vraiment bête comme bonjour. Et ça, c'est un terreau pour moi fertile. Tu peux avoir 18 ans et un jour, vouloir laver des voitures, tondre la pelouse ou tailler des haies, tu peux faire ça avec 120 francs. Et je trouve ça génial. Là où en France, bon, il y a les auto-entrepreneurs, mais tu as déjà plus de... Mais il y a quand même de l'URSSAF sur les auto-entrepreneurs, Moi, moins, je suis mais plus très au fait, mais à l'époque, moi, quand j'ai entrepris en France, il y avait le régime social des indépendants, RSI. C'était un calvaire mais absolu. Je me rappelle me voir, mais quinter au téléphone, leur dire, les gars, j'ai pas fait de sous. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi gagner de l'argent et après, après on en reparle. je me ferai un plaisir de vous payer quelque chose. Mais là, vous êtes en train de me prendre au cou alors que je ne peux pas bosser. Et alors du coup, ça s'appelait, Holographic Hammer, c'est ça? Ouais, alors on a Holographic Hammer, c'était un peu le nom de scène. OK. Moi, ayant une culture artistique, j'ai toujours eu pas mal de noms d'emprunt. Donc il y a eu OK. Holographic Hammer, Praem, j'ai eu plusieurs noms. Quand j'étais chez BM, je signais S383. 383, c'était mon numéro de course en moto. OK. Donc j'ai D'accord. toujours des petits. C'est très. Des pseudos. Ouais, tu trouveras ça chez les écrivains, les danseurs, ça a toujours été. Ma mère, pareil, elle signait pas avec son prénom, tu vois. Elle OK. signait autre chose. Mais c'était. Donc j'ai toujours un peu baigné là-dedans. Donc Holographic Hammer, effectivement, on avait une activité sur Facebook, sur Insta et tout qui marchait Ça assez marchait bien, bien à ouais. l'époque. Ouais, ouais, c'était cool. T'en trouves encore plein de traces, hein. Tu Mmh. tapes Holographic Hammer sur Google, tu vas en trouver des wagons, hein. Euh, et puis donc effectivement, on a fait ça. La société, elle avait un nom à part, une entité légale à part. Puis on a Mmh. fait ça pendant 3 ans. Et puis en ayant ces mandats de freelance, là sont arrivés les mandats d'horlogerie. Alors comment ça se passe ça? Comment, de Bah là, dessiner des motos, on se retrouve à dessiner des montres, alors? bah alors dans ma famille, mon père et ses frères. Mon père, il est le dernier d'une grande fratrie. Il a 3 grands frères, donc c'est le petit dernier. Ils ont des grandes différences d'âge, des grandes différences de parcours, mais l'horlogerie entre eux, ça les a toujours un petit peu liés. Chacun a une montre par-ci par-là, et puis quand ils se voient, ils se les montrent, et puis ça fait un peu je sais pas, un sujet de Ça discussion. fait le lien, ouais. Ouais, voilà. Donc ça n'a pas du tout été de l'horlogerie au niveau qu'on fait ici. Euh, mais en tout cas, il y avait cette appétence pour l'objet. Et puis c'était aussi une autre époque, il faut le dire, hein, où une Omega En style. Speedmaster ou une Rolex Submariner, c'était pas les objets cultes Mmh. et presque de joaillerie sacrée que c'est devenu maintenant. Moi, je voyais mon oncle passer la tondeuse avec une Submariner pré-céramique, donc avec les lunettes éloxées. La montre, elle était C'est ravagée. Et quand il faisait trop chaud, on l'enlève, on la jette dans la pelouse, et puis moi, j'avais le droit de jouer avec. Enfin, c'était OK. Mmh. Mais c'était une génération, si tu veux, qui consommait l'horlogerie vraiment comme un marteau, un tournevis. C'était pour faire quelque chose. C'est un outil. Ouais. Et moi, j'ai vraiment cette intime conviction, peut-être on y reviendra. La génération de nos parents, ils ont fait, l'horlogerie les a accompagnés pour faire. Notre génération, qui est peut-être celle que j'aime le moins, c'est l'horlogerie qui te sert un peu comme porte-étendard pour faire croire que tu es ou que tu fais. Donc c'est vraiment du paraître, Pour montrer, ouais. très vers l'extérieur. C'est le syndrome de la Submariner toute neuve en costume dans une tour vitrée à la Défense où la montre, elle n'a jamais vu une goutte d'eau, même pas dans un évier, voilà. Ou la Rolex Daytona parce qu'on est fan d'automobile, etc. et qu'on est dans les embouts sur le périph'. Euh, et la montre, elle a jamais pris plus de 100 km/h, tu vois. Alors que c'est quand même une montre qui est faite pour bah voilà, les grands circuits comme Daytona, tu prends 300 au bout de ligne droite, c'est un autre univers. Mais la montre est devenue un petit peu
comment je pourrais dire? Ce témoin ou cette espèce de porte-étendard pour, essayer d'incarner la personne que tu aimerais être finalement Mmh. et que la vie moderne t'empêche d'être. Et il y a ensuite la génération Z qui nous suit, qui elle, je pense, voit un petit peu cette situation un peu comique et qui, elle, je pense, va consommer un luxe non pas du paraître, mais du ressenti. Ça va être L'émotion. qu'est-ce que l'objet me fait ressentir? Ça peut être une marque X, Y, Z, voire même peut-être même une plus-value à acheter une marque que les gens ne connaissent pas, parce que Mmh. ça veut dire que tu as mis ton intellect et que tu as mis une certaine capacité d'analyse pour mettre des sous là-dedans et que si tu l'as fait, ça veut dire qu'il y a quelque chose à creuser. C'est pas pour faire comme tous les autres. Exactement. Heu, Par contre, ils ont, je trouve, parce qu'on a des clients très jeunes ici, les gars, ils arrivent, ils sont informés. Ils ont écouté 3 podcasts, lu 5 articles, ils connaissent l'horlogerie déjà bien mieux qu'un collectionneur, qui a collectionné 20 ans, 2 générations avant. Heu et tu leur racontes pas la messe, quoi. Les gars, ils viennent, ils savent ce que c'est, les terminaisons, le nombre de composants, les matériaux, les composants, caractéristiques des matériaux et cetera. Donc il y a vraiment une culture, je dirais, de l'horlogerie et du luxe qui est très, profonde et très, consciente, voilà. Contrairement à quelqu'un qui vient acheter aveuglément une Rolex, tu vois? Par Oui. exemple, voilà. Mmh. J'ai rien contre Rolex, hein, je veux pas que les gens pensent mais c'est un peu, ouais, parfois le cliché, quoi. Donc, Mmh. les montres. Je me suis perdu. Bah, Donc c'est les ça, montres, les voilà. montres des oncles et Donc des j'arrive Richemont. et c'est pour ça qu'un jour j'ai eu, un appel d'une chasseuse de tête qui est très connue dans l'industrie, horlogère. Je pourrais peut-être donner le nom en off, je ne sais pas si elle voudrait que je la nomme, qui m'a appelé un jour: «Ah monsieur Berneron, voilà, on cherche, heu, un designer avec une grosse culture, automobile, pour faire un mandat pour une marque qu'il ne voulait pas nommer à l'époque». Il se trouve que c'était IWC, c'était à l'époque où ils faisaient des, collaborations Nico Rosberg, F1 et cetera. C'était le début de cette période-là. On cherche quelqu'un qui a une grosse culture automobile, disons type et transport, mais qui comprend l'horlogerie. On souhaiterait un angle, différent. Moi, il se trouve que j'avais une appétence pour l'horlogerie plus développée que ce que mon CV montrait, de Mmh. par mon expérience familiale. Donc j'ai commencé comme ça. On a fait un, 2, 3 mandats avec, Christian Knopp qui est toujours le directeur de création chez IWC. C'est là que j'ai commencé à bosser, avec Georges Kern, qui était le CEO d'IWC. Et 1, 2, 3 mandats, plus les complexités que je t'ai décrites au boulot avant, ont fait que j'ai transféré vers un poste à plein temps chez Richemont, donc c'était à Meyrin, à côté de Genève. Mmh. Et je suis arrivé au campus de la haute horlogerie à Meyrin, donc là encore une fois, une nouvelle expérience. Tu arrives dans un campus où tu as un conglomérat de plusieurs marques, donc il y avait, je sais pas, entre 10, 12 marques qui travaillent là-bas, hein. Il y Mmh. avait Van Cleef, Cartier, Gégère, Roger Dubuis, Baume& et Mercier, un satellite d'IWC, Montblanc, Van Cleef, j'ai déjà dit, ouais, le Rich, qui sont les labos d'innovation de Richemont. T'as tout ça là qui cohabite, qui vit ensemble. Donc c'est des bâtiments séparés, mais les gens se rencontrent à la cantine. Donc t'as cet écosystème horloger qui caractérise le groupe Richemont. Culture corporate qui était nouvelle pour moi, donc beaucoup plus politique que BM par exemple. Ça a OK. été un tournant pour moi, pour en toute transparence, c'est ça qui m'a fait quitter le groupe Richemont. Oui, parce que chaque maison se défend, mais en même temps, il y a un pot commun, T'as un aspect politique qui est. Je sais pas si c'est bien ou mal. En tout cas, pour moi, ça ne me convient pas du tout. OK. Je trouve que c'est une distraction, une perte de temps, une perte d'efficacité phénoménale. Heu, Parce que tu passes ton temps, en fait, à dire: «Ah mais alors attends, tu es, je vais pas donner de nom, mais tu es telle marque, donc la marque de Paul, elle aimerait aller dans cette direction, mais ça peut pas parce que ça va gêner Pierre», tu Mmh. comprends? Par Mmh. contre, ce serait bien qu'on la pousse dans cette direction pour laisser de la place à Jean qui doit, tu vois? Ouais, il y a une Et vision de tu groupe, quoi. Ouais, et tu passes ton temps à prendre des décisions, mais qui ont, à mon sens, hein, ni queue ni tête, qui sont la plupart du temps contre-productives pour la marque en elle-même. Hem Et ça, c'est des modèles de gouvernance, qui sont propres à des groupes. Ça, c'est très Richemont. J'ai jamais bossé pour LVMH, mais de ce que j'ai compris, mes copains qui y sont me disent que les marques sont beaucoup plus indépendantes, en silo, à côté les unes des autres et non, imbriquées. Mmh. Et à l'inverse, j'ai jamais bossé chez Swatch non plus, mais j'entends que Swatch, tu as une gouvernance très industrielle,
où c'est l'appareil industriel qui gouverne et la marque, c'est un petit peu une conséquence, si tu veux, de... Ouais, enfin, chez Swatch, c'est quand même bien les ranges de prix. Oui, On marche pas sur les plates-bandes de la marque d'à côté, quoi. ouais, ouais, exactement. Mais ça, contrairement à Richemont, qui a un appareil industriel plus petit, Mhm. Swatch, c'est vraiment faut imaginer, ils tiennent l'appareil industriel horloger suisse, hein, aussi bien dans les volumes, tu vois, ils ont Ethan, Varox, etc. C'est Mhm. toutes les grosses boîtes qui tiennent les éléments clés pour faire des montres. Et cet appareil industriel-là, tu dois le nourrir, lui donner l'oxygène, etc. Donc faire des montres, si tu veux, c'est presque une conséquence, Ouais. si j'ose dire. Mhm. Euh, donc voilà, bon, en l'occurrence, moi donc j'ai passé 4-5 ans chez Richemont, je sais plus. J'étais un petit peu designer volant, j'ai fait du IVC, du Baume et Mercier, un petit peu de GGR. Et Georges, il m'envoyait à droite à gauche quand il fallait euh, faire des missions. Et en perso, là, tu commences à collectionner ou pas? Alors moi, j'ai commencé à collectionner. Première montre un peu sérieuse que j'ai achetée, effectivement, c'était en arrivant chez Richemont, quand tu commences à voir les ventes au personnel, etc., etc. Ouais. J'avais chopé une Languet Up-Down, tu vois, manuel, réserve de marche, etc., avec Mhm. petite seconde et tout, que j'aime beaucoup. C'est une des rares montres que j'ai toujours d'ailleurs. Et puis tu commences à collectionner comme ça. Le Ouais. problème, c'est que tu as un peu le syndrome où on t'ouvre le pot de confiture et puis il faut... Et puis les prix sont cassés, donc tu dis, ça serait dommage de passer à côté, quoi. Quand t'es employé dans ces groupes de luxe, effectivement, tu as accès à une mine de produits très intéressante. Encore plus quand tu as ce chapeau de collectionneur, je dirais, où on peut avoir parfois des goûts assez peu démocratiques. Ça veut dire la pièce que tout le monde veut, elle t'intéresse assez peu. Par contre, le Mhm. modèle manuel dans la boîte bizarre avec tel, ça t'adore. Et puis ça, c'est ça qui s'est pas vendu. Bah Donc ouais, c'est ça qui c'est- arrive en vente personnelle, quoi. voilà, exactement. Donc ça, c'est assez cool. J'ai bossé 5 ans. C'était l'époque où Georges Kern, pour ceux qui ont suivi l'histoire du groupe Richemont, il y a eu une époque où Georges Kern et Jérôme Lambert ont été quelques années en compétition, si on peut dire, interne, pour accéder à la présidence du groupe, chapeauter toutes les marques. Euh, Cette compétition, elle a duré quelques années. Johan Rupert, le propriétaire du groupe, il leur a donné des marques, chacun qui était plus en difficulté, pour accéder à cette présidence. À la fin, ça s'est fait. Jérôme Lambert et Georges Kern ont été co-CEO, très particulier. Tu Mhm. vois, ça c'était un événement pareil. En Allemagne, tu ne pourrais pas faire ça. En Allemagne, ça c'est le désaveu, mais absolu. Du coup, les deux sont vexés, là, j'imagine. Bah, encore une fois, tu encourages une dynamique de groupe qui est très politique, qui est très dans la manœuvre, voilà, si j'ose Mhm. dire. Et puis, moi, j'avais adoré mon expérience chez BMW, qui est à l'antithèse de ça. Euh, c'est L'ingénieur dit comment on va prendre la décision structurelle, le designer va prendre la décision ergonomique ou stylistique, etc. Et il y a un respect du corps de métier qui est fondamental. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement encourageant, extrêmement libérateur, extrêmement... Tu te sens en confiance, tu vois, et t'as beau être très jeune, les gens font confiance à ta discipline. Donc tu mets un gars de 60 ans qui est ingénieur avec moi, qui avait 20 ans, designer junior. Si je lui dis, ah non, Ralph, j'aimerais qu'on fasse comme ça ici, il te dit, ok. Tu fais ça dans d'autres entreprises, c'est pas comme ça que ça se passe. Ouais, On me dit, écoute, le jeune, tu vas, ouais, c'est à ta hein? place. Voilà, exactement. Euh, donc, pour la faire plus courte, je suis resté 5 ans chez Richemont. J'ai beaucoup appris de l'horlogerie, des fournisseurs, le jargon. Il y a quand même une différence entre être amateur d'horlogerie et travailler dans l'industrie. Donc, c'est quand même là que j'ai fait mes armes, il faut le Mhm. dire. Et puis quand Georges il est parti chez Breitling prendre les rênes de Breitling, euh, je l'ai suivi pour être responsable du département produit. C'est là que j'ai euh, acté, entre guillemets, je suis passé d'une position d'un designer senior où je pouvais gérer des produits, des projets en autonomie, à une position de manager. Là, j'étais responsable d'un petit département et petit à petit, chez Breitling, j'ai pris de plus en plus de responsabilités, en commençant par le design, puis le marketing produit, puis le développement habillage, développement mouvement, prototypie, tu vois. Et puis Georges, ça fait partie de ses qualités, ça. Quand il voit qu'il y a de la traction, il verse dans la cheminée. Il nourrit, quoi. Tu vois, ouais. Donc c'est un petit peu... et au bout de 5 ans, je me suis retrouvé avec une équipe de 60 personnes qui était répartie sur 3 sites, donc Zurich, Granges, La Chaux-de-Fonds. 3 sites très différents. On avait d'un côté des bureaux avec plus du marketing à Zurich,
très international, très business. À La Chaux-de-Fonds, une culture plus horlogère, mais je dirais type ingénieur. C'était développement, habillage, prototypie, les coûts, etc. Une activité de siège. Et puis La Chaux-de-Fonds, une manufacture où là, tu as la vraie culture horlogère avec la prototypie, la conception mouvement. Et ces trois univers différents qui ont besoin de coexister pour faire une multinationale horlogère comme on les connaît aujourd'hui. Et ça a été extrêmement formateur pour moi. En 5 ans, on a quasiment doublé le chiffre d'affaires de Breitling. Quand je suis arrivé, ça faisait 400 millions à peu près, c'est pas un secret. Et quand je suis parti, ça faisait presque 1 milliard en 5 ans. Donc on embauchait à tour de bras, tu dois créer des équipes tout en faisant des vitesses d'exécution et une précision. C'était vraiment très stimulant. Mais Et du coup, en 5 ans, tu as appris tout ce qu'il te fallait pour te lancer en solo. alors, l'exercice la discipline que je pratique aujourd'hui, elle est fondamentalement différente de ce que je faisais chez Breitling, dans le sens où Breitling, c'est du volume Mhm. à un prix plus bas. Donc, c'est à peu près une gamme de prix entre 5 et 15 000 francs, hein, je dirais, le gros du chiffre d'affaires. Mais tu es sur des centaines de milliers de pièces. Donc, ça, c'est une partie du cerveau où tu dois avoir une certaine culture industrielle, connaissance des méthodes de fabrication, savoir où trouver du prix, ça demande vraiment c'est comme je dirais de la restauration de masse, faire du bon pour des milliers d'assiettes, c'est un vrai job, quoi. Mhm. Euh, Et là, aujourd'hui, tu veux faire du très bon pour quelques couverts, quoi. Exactement. Voilà, là j'ai un petit restaurant, on a, comme tu dis, une dizaine de tables, mais par contre on compte pas les ingrédients, on y va, on prend la meilleure pièce de viande, le meilleur vin, et puis on se fait vraiment plaisir. C'est ça qu'on fait. Euh, pour deux raisons, parce que déjà, c'est un petit peu, si on compare à la cuisine, c'est le caprice du designer où je veux pas sacrifier le produit. Donc, à chaque fois qu'on peut faire des choses déraisonnables, on prend un malin plaisir à les faire. Et puis, deuxièmement aussi, parce que je n'ai pas de fonds d'investissement ou de banque derrière moi. Donc, c'est une entreprise qui est entièrement autofinancée. Et donc, on doit composer avec les limites de mes finances personnelles. Voilà, pour commencer. Justement, on va y aller sur le plan personnel, parce que donc tu es bien chez Breitling, tu avais l'autoroute, quoi, tu pouvais rester là-bas Oui. tranquillement. Mais tu demandes à avoir un petit aménagement de temps, tu as un 80%, puis un 50%, pour faire ton side project, pour lancer ta marque. Ouais. Comment c'est né déjà dans ton cerveau? Euh, c'est né petit à petit en constatant que pour faire vivre une multinationale, tu dois prendre des décisions créatives qui souvent sont politiquement correctes, plus rationnelles, disons. Voilà, quand tu as une grande entreprise, tu peux pas te réveiller et puis te dire je vais faire une montre triangulaire verte fluo parce que je me sens comme ça aujourd'hui. Donc tu as toute cette rationalisation de la décision qui, moi, créativement, m'a bridé. Mhm. Voilà. Donc, c'est pas une critique envers les grandes entreprises. Je pense que c'est deux écosystèmes vraiment différents. Une fois que tu as un certain appareil industriel, une certaine masse salariale, Puis il y a l'histoire aussi. Tu peux pas faire ce que tu veux, il faut respecter l'histoire de la marque, quoi. voilà. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai toujours pris grand cœur à faire chez BMW, chez Breitling, dans toutes les entreprises où j'ai travaillé. C'est de respecter, comme tu dis, l'ADN de l'entreprise pour laquelle tu travailles. Mhm. Euh, Et donc, il se trouve que j'avais le rêve de faire ces projets un peu plus créatifs, un peu plus fous, tu vois. Mais il y a quelle marque d'horlogerie qui va te laisser faire une montre en suivant les rouages? Personne. Mais est-ce que tu l'as proposé quand même, ne serait-ce que chez Breitling, pas forcément la Mirage, hein, mais proposer des choses différentes et on t'a dit, bon, écoute, Oui, alors, il se trouve que je suis un mec assez pénible là-dessus, c'est que je reviens à la charge sans cesse. ok, Si un jour tu interviews Georges, il pourra te le dire. Je suis assez le roquet, tu vois, qui te tire la manche sans cesse. Euh, donc j'ai proposé effectivement des choses qui, selon moi, allaient un peu plus loin créativement, tout en restant dans le sillon Breitling, parce que ce que je fais avec la Mirage, ça n'a rien à voir avec l'ADN de la marque. Ce serait de moi de pousser ça à Georges, ça aurait été du hors-sujet. ouais, Là, t'es dans le manque de compétences, presque. Ça veut dire que t'as rien oui, compris à ce tu qu'on sais pas où fait. t'es, quoi. Ouais, exactement. Donc j'ai poussé des choses qui étaient plus Breitling, mais je comprends que c'était pas la mission pour laquelle on était là. On était déjà là, nous, pour euh, consolider, remettre en lumière le portfolio de Breitling qui était oublié. Il faut savoir qu'il y avait une grande partie de cette marque, du portfolio de cette marque qui avait été oublié dans les années de l'histoire. On avait déjà bien assez de boulot à remettre tout ça en lumière, reconstruire un truc cohérent, qu'on puisse ensuite déployer sur les points de vente, être compréhensible pour les détaillants, pour les clients, etc. Et mes idées farfelues, c'était juste, si tu veux, finalement de la dilution d'image de marque, ou du moins c'est comme ça que ça peut être perçu. Mhm.
Heu, donc c'est Du pour ça que ça n'a pas été accepté. mais du coup, ces idées farfelues, tu les as mises le vendredi, samedi, dimanche? Bah, alors ces idées-là telles quelles, non, parce Oui, elles étaient très pertinentes pour pour Breitling, Breitling, mais mais toi, pas tu pour moi, oui. voilà. Mais c'est là que j'ai réalisé effectivement que si je voulais avoir cette certaine prise de risque créative, cette certaine, liberté, ou ouais, ironiquement audace, tu vois? Ça m'a suivi ensuite après au GPHG assez Mmh. ironiquement. Hem, il fallait le faire soi-même. Voilà, il y a que quand c'est et on en revient à l'acte on en revient à l'histoire de l'acte artistique, donc de la mise en péril de soi à Mmh. travers un acte artistique. Heu, de dire à quelqu'un: «Ah, j'ai écrit cette chanson vraiment, particulière, tiens, va la chanter pour moi, s'il te plaît, sur scène», les gens le font. Ça se produit pas comme ça. On va te dire: «Ah, bah, c'est toi qui as écrit le truc bizarre», tu y vas, tu prends le C'est micro, tu le chantes. ouais. Tu vois? Donc et finalement la vie, c'est un peu ça la leçon qu'elle m'a donnée. Elle m'a dit: «Si tu te crois plus malin que tout le monde et que tu veux faire des projets créatifs, vas-y, assume. Mets tes sous, mets ton temps, mets tout ça». Et puis j'ai commencé petit à petit, donc j'ai pris mes économies, hop, mis sur la table. Je suis allé voir Georges, comme tu dis, j'ai négocié, d'abord un jour par semaine, puis 2 et demi, pour pouvoir en parallèle, développer un mouvement, créer une montre et cetera. Et ça, tu es clair avec lui quand tu vas le voir, tu lui dis: «C'est pas pour, aller faire du vélo, c'est pour faire un projet horloger», ouais. Ouais, 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 il y a moi pas je de secret là. ça peut être une force et des fois un défaut. Je suis assez, transparent moi. Donc si je quand je suis allé le voir, je lui ai pas dit: «Je compte monter ma boîte et partir», parce que c'était pas, aussi formel que ça à l'époque. Mmh. Mais en tout cas, j'avais besoin d'une valve, d'une soupape si tu veux, de créative. Voilà. OK. Parce que je commençais à, heu, c'était même pas m'ennuyer, c'était me crisper. Au travail à me dire: «Punaise, sur l'échelle créative, il y a 10, on fait 3 ou 4 tout le temps. J'ai besoin de mettre de ça». Donc si c'est pas pour l'entreprise et je le comprends, c'est pas ma boîte et cetera, Mmh. j'aimerais au moins pouvoir le pratiquer sans forcément que ce soit là. Et il a compris, genre c'est pas une discussion qui est facile, il faut se mettre à sa place, Oui, tu bien donnes sûr. ça à Verneron, pourquoi tu le donnes pas à quelqu'un d'autre? Il a été extrêmement moderne, extrêmement, ouais, ouvert d'esprit en ce sens, pour me laisser faire ça. Quand tu penses avec du recul, chez Richemont, jamais ce serait passé. Alors ça, je peux te dire, on te dit: OK. «Monsieur, vous voulez faire un truc?» La porte, elle est là. Allez faire votre truc et justement, toi, tu y as pas pensé à ça? À dire, parce que tu parles de prise de risque, tu as Mmh. quand même pris des risques. Tu as mis 1 million sur la table, Ouais. tu as sacrifié, je crois que tu dis, hein, 3 ans de travail 7 jours sur 7, Ouais, ouais. donc tu as sacrifié un peu tes loisirs quand même et tu t'es pas c'était trop, financièrement trop difficile de dire, «Je quitte On Breitling quitte tout. et je me donne 1 an, admettons, pour pondre mon projet»? Bah, le problème, c'est que j'avais pas assez de sous. C'est que tu j'avais ce million que je pouvais sortir en 2 paiements, donc c'était vraiment tout. Et le mouvement que j'ai voulu développer et cetera, il prenait déjà tout cet argent. Donc si je devais quitter pour m'y mettre à plein temps, il aurait fallu que j'extrais, des frais fixes, des loyers, des choses comme ça, le temps de développer. Un mouvement comme ça à développer, c'est 18 mois Mmh. à peu près. Donc tu dois te sortir déjà 2 ans de salaire et tu considérablement. La vie en Suisse, malheureusement, est chère. Mmh. Heu, tu drastiquement, ce fameux million pour, vivre à côté. OK. Et il y a aussi autre chose, j'étais quand même assez content de tenir ma branche Breitling avant de prendre la branche Berneron complètement. Imaginons, j'en reviens toujours au fer, qu'en commençant ce projet à 80, je m'aperçois que ça ne me plaît pas, que c'est beaucoup plus complexe que ce que je pensais et cetera. J'avais toujours l'option de dire, de rétropédaler, de dire: «Ah non, mais en fait, je reviens à 100 chez Breitling», ça aurait pu arriver. Surtout que c'était beaucoup plus complexe que ce que tu pensais au final. Ah oui, oui, mais alors ça, ah ouais, ça des baffes, tu prends quand tu fais de l'entrepreneuriat, Bah, ça parce c'est que ça, on sûr. se dit alors typiquement, tu dis 18 mois pour, développer le mouvement, mais il y a un petit moment avant pour convaincre parce que on va y revenir. Moi, je pensais que, la Mirage, tu l'avais dessiné et puis qu'après tu t'étais dit: «Bon, maintenant on va mettre un calibre dedans» et il s'avère que c'est l'inverse. Oui, exactement, c'est Tu tout l'inverse. Donc as fait un calibre de forme et après tu as calqué tu as dessiné la montre autour. ouais, ce projet, il vient d'où? Il vient du fait que j'ai développé pas mal de mouvements pour Richemont, pour Breitling et cetera, donc la conception de mouvements. Et tu as toujours ce sacrifice enfin, ce choix fondamental qui revient. C'est soit tu fais un mouvement fin, tu as une belle montre sur le poignet, comme tu portes aujourd'hui d'ailleurs,
des proportions incroyables, et cetera. Mais comme tu es dans un volume contraint, forcément, c'est une pièce qui va, ce qu'on appelle moins bien remonter, moins bien régler, donc le mouvement sera techniquement inférieur Mmh. à une montre où tu vas privilégier une fiche technique. Tu dis, je veux tant de réserve de marge, d'amplitude, tant de précision, tant de coupe dans le barillet, etc. Et là, tu as un mouvement qui est construit pour cocher ces cases, Mmh. et tu te retrouves souvent avec des mouvements assez volumineux, où le designer, il grince un peu des dents pour contourner ça et te faire une ergonomie. On doit user de tous les artifices qu'on connaît pour avoir des pièces qui sont plus portables Portable. et qui en aucun cas peuvent rivaliser par exemple avec ce que tu portes aujourd'hui. Et je sais pas si on voit la caméra, mais il porte une montre carrée ravissante. C'est mignonne, hein? Ouais, ouais, très fine et tout, très classe. Voilà, ça c'est de l'élégance, tu vois. Bah là, tu as vraiment la technique qui est au service de l'esthétique. Tu peux pas faire l'exercice de cocher Oui. les cases, comme je disais, impossible. Euh, et j'ai toujours été frustré, parce qu'une fois que tu as un mouvement très joli comme ça, tu dis, ah bah, j'ai que 38 heures de réserve de marche, et puis bah, donc, la Mirage, c'était vraiment un caprice, encore une fois. J'ai dit non, non, moi je veux un mouvement fin, mais il aura 3 jours de réserve de marche. Je veux un balancier avec 7 mg et demi par centimètre carré pour avoir une chronométrie stable. Je veux un train de rouage direct avec une petite seconde. Je veux un aiguillage inversé. Je veux, etc., etc. Le fer en or au Un passage. barillet volant, voilà, le fer en or. Euh, et une fois que tu fais ça, donc c'est vraiment le caprice, hein. Tu dessines ton train de rouage sur une feuille, et puis tu te retrouves avec un train de rouage qui est relativement grand, qui est très fin mais qui est grand, donc ça aurait fait un petit peu une montre de poche, ça aurait fait 45 mm de diamètre, et c'est là qu'est venue l'idée. À la base, je suis jamais parti, moi, pour faire une montre asymétrique. C'est fou ça. Euh, mais si tu regardes les parcours, c'est un petit peu ça. Tu parles avec Max, tu parles avec Simon et tout ça. Simon, c'est pareil, il a commencé à dessiner son mouvement de ses rêves, il savait pas que ça allait finir comme ça. Mmh. C'est vraiment, tu es propulsé par un espèce de désir, tu vois, de faire quelque chose. Et puis tu tires le fil jusqu'au bout et Exactement, exactement, c'est ça. Tu tires le fil et tu vois où ça t'amène. Et c'est là que je me suis dit, punaise, et si je restais vraiment autour des rouages, et tu te retrouves avec ce mouvement vraiment très déséquilibré, parce que tu as un gros barillet en bas sur tout ce qui est train de remontage, c'est plus vide. Et j'ai cerclé autour du train de rouage. Et c'est de là que vient la forme de la montre. Donc, il faut imaginer, c'est une carrure qui est un petit peu enrobée autour d'un train de rouage, comme ça. C'est de là que vient toute l'histoire de la montre. Les aiguilles sont courbées simplement en référence à cette démarche qui est un petit peu... C'est plus une allégorie, si tu veux, où tu as l'aiguille qui pointe vers l'heure. Moi, la mienne, elle zigzague vers l'heure. C'est juste pour dire... C'est presque une métaphore de dire que tu peux arriver au point B sans forcément dans une ligne droite. Tu sans peux... prendre le chemin le plus direct. Exactement, voilà. OK. Donc c'est plus une... Et donc on a toute une partie de la clientèle qui apprécie la Mirage de par le côté cadran, le côté très asymétrique, et Mmh. qui ensuite apprennent, ah oui, ça vient du mouvement. Et à l'inverse, on a toute une clientèle de collectionneurs très techniques qui apprécient beaucoup le mouvement, qui disent, waouh, ce mouvement qui est cet affranchi du cercle offre effectivement des performances, une esthétique que tu peux pas trouver autrement. Et puis il faut dire que c'est une prise de risque aussi parce que le mouvement, on peut pas le mettre dans une autre boîte. Oui, alors ça, en termes de logique industrielle, ce qu'on appelle, moi j'ai fait face à un mur, vraiment parce que moi, de manière assez pragmatique, je me suis dit, ok, j'ai ce projet que j'aimerais faire, négocié le temps avec mon employeur, j'ai les économies, qu'est-ce qui peut bien se passer Ce qui peut bloquer, quoi. Voilà, exactement. Donc tu y vas très naïvement, très heureux, hein, faire ça, et puis tu t'aperçois que les fournisseurs, quand tu n'es plus avec le wagon de l'entreprise derrière toi, ils s'en fichent complètement, hein, on va dire que les choses comme elles sont. En même temps, tu vas faire quoi comme volume? 12. Rien, Voilà. t'es un problème sur pattes. C'est comme ça qu'il faut le voir. Les gars, ils te voient arriver, ils se disent, oh là là, tu sais, lui, il va me prendre 10 pièces, elles vont être chiantes à faire, ça va me prendre, je vais rien gagner, pourquoi je m'embêterais? Donc déjà, tu dois te tourner vers toute une caste de fournisseurs qui sont souvent des entreprises familiales, des gens qui ont l'horlogerie mais dans le sang, et qui, indépendamment de la quantité, si tu leur dis, j'aimerais faire ces aiguilles là, en or, fastées, et courbées, comme ça, les gens ils se disent, putain, ça m'intéresse, même pas limite pour les vendre, juste pour voir si je vais arriver à la Ah, c'est ouais, sortir. le défi technique, ouais. Bon, c'est pas un secret. Par exemple, Pascal, la personne qui tient qui fait nos aiguilles, elle appelle ça les aiguilles qui dansent. Et chez eux, c'est connu comme ça. C'est des aiguilles qui prennent un temps fou à faire. Elles sont anglées à la main.
parce que tu peux pas passer avec un diamant à la machine comme ça, tu as ce qu'on appelle des traces de fraises qui font des vibrations. Tu peux pas diamanter, tu peux diamanter qu'en ligne droite. Rien que ces aiguilles-là, c'est en soi presque une preuve de compétence pour le fabricant. Ouais, de leur savoir-faire, ouais, c'est une Ouais, démonstration de savoir-faire. exactement. C'est comme, je sais pas, dans un restaurant, quand as tel ou tel plat à la carte et que tu sais que, ah ouais, là on a affaire à un C'est le cuisinier. plat signature, voilà, Ouais, ouais. exactement. Donc, et moi j'ai fait face, donc effectivement, à un gros rejet de la part des fournisseurs, euh, pour deux raisons, comme tu dis, des petites quantités, et aussi les gars se disaient, ça va jamais marcher. Le gars, il fait un mouvement asymétrique en or, il va pas les vendre, il va faire faillite dans 6 mois. Donc je préfère pas, entre guillemets, mettre les doigts dedans. J'ai vraiment fait face à ça. Tu vois, même pour te donner, donc le seul moyen que j'ai eu de contourner, c'est de commander, payer 100% en avance, et OK. de leur dire, je comprends, vous n'allez pas prendre le risque, je prends 100% le risque sur moi, voilà l'argent, je commande, et je comprends que vous n'avez pas que ça à faire, vous les ferez quand vous aurez le temps. OK, ouais. Et en pratique, ça donne des barrettes en or, par exemple. Donc, je fais des barrettes en or 18 carats jaunes et blanches qui sont faites dans le Jura par une entreprise prestigieuse qui fait une grosse partie du décolletage pour Audemars Piguet. 11 mois de délai pour avoir mes barrettes payées en full un an avant. OK, ouais. Ah, ils t'ont Donc, pris au mot quand tu as dit: «C'est quand vous ah voulez ouais, et je vous paye tout de suite», ils ah ont dit: «Ah ouais, bah, lui, on le met en ouais. dessous de la pile, quoi». Sauf que bah, ils ont vu que je voulais vraiment bosser avec eux, et c'est le cas. Quand tu veux faire des choses compliquées, bien faites, etc., il n'y a quand même pas des 50 gars qui peuvent le faire. Donc moi, en tant que petite entreprise qui veut assembler des montres, ça me tient à cœur de bosser avec des gens vraiment qui excellent dans leur domaine. Et puis, bah, ils m'attendent pas pour, pour faire ils ont un beau portefeuille de clients, Mmh. etc. Et puis tu dois, entre guillemets, faire ta place petit à petit, leur montrer que voilà, tu es prêt à patienter, que tu respectes le boulot, que tu comprends ce qu'ils font, la complexité de ce qu'ils font aussi. Bah, alors, il y a quand même un aspect, dont j'aimerais parler. Tu es passé par la souscription pour la Mirage. Ouais. Alors on explique rapidement, c'est comme un financement participatif. Globalement, tu trouves des Exactement. collectionneurs, tu leur dis: «Voilà ce que je veux faire. Si vous voulez rentrer dans le projet, je vous fais un petit prix. En échange, vous financez le projet», plus ou moins? Alors moi, c'est différent dans le sens où, par exemple, tu trouves des vrais projets de souscription, par exemple, comme Simon a fait. Donc ça, c'est vrai, ça veut dire que tu n'as pas commencé. Mmh. Moi, j'ai de la... C'est pas vraiment de la souscription, dans le sens où moi, j'ai dépensé 750 000 francs cash pour faire mon mouvement. J'avais 0 client. OK. Donc, par contre, effectivement, quand tu commandes une montre chez nous, et c'est toujours le cas aujourd'hui, on te prend 50% à la commande et 50% à la livraison. Non, mais c'était pas là où je voulais aller, c'était pas sur le montant, c'était sur, du coup, le rôle des collectionneurs dans la conception de la montre. Mais si tu me dis que tu avais déjà fait le mouvement, ils Oui. rentraient, ils prenaient le train en marche, Alors moi, c'est le train, il avait différent. sa direction, c'était fini. Ah ouais, ouais, ouais. D'accord. Là, c'est vrai qu'il y a une grande différence dans le sens où moi, le processus de conception est complètement hermétique. OK. J'ai jamais fait de pièce unique pour Berneron, j'ai jamais fait d'édition limitée. Euh, c'est porte close. Voilà, il y a vraiment, et je souhaite infuser cette culture dans l'entreprise, cet acte de mise en péril, où c'est nous qui prenons nos responsabilités, on dit voilà la vision, on croit en tel produit, on le fait au mieux qu'on peut, on l'amène sur la table, on Ça vous le plaît propose, ou ça plaît pas. ça vous plaît pas. Et c'est là que la prise de risque, elle est Oui. fondamentale. Mais c'est aussi là de la liberté totale parce que j'allais dire, ce que tu as gagné par rapport à Breitling où il y a tout Mhm. ce qu'il faut respecter, je pensais que tu le perdais avec les collectionneurs, mais si tu me dis qu'ils sont rentrés dans un projet qui était déjà, Ah, il n'y a rien eu, et j'ai verrouillé, jamais démordu de ça, parce que, parce comme qu'ils doivent tu... demander, ils aiment bien Ah, bien investir, mais sûr. parce qu'ils aiment bien aussi, se voir, horloger, quoi. Bien sûr, mais et c'est là où, comme tu le dis très justement, faut pas oublier, moi j'étais Chief Product Officer chez Breitling, j'étais membre du board, j'avais des centaines de millions de francs suisses de budget par année pour faire des projets dans tous les sens. Si je voulais tergiverser en séance, si on fait bleu, rouge, carré ou rond, j'étais très bien où j'étais. Mmh. Mmh. Donc, moi, cette coupure et cette prise de risque, elle venait justement du fait de dire je suis seul maître à bord, je fais une montre. Et crois-moi que pour faire la Mirage, j'ai déjà eu du mal à me batailler avec moi-même. Parce que le jour hein, où j'ai signé cette commande pour faire 50 mouvements en or, avec les frais de développement, tout le tralala, tu rentres le soir, je te jure, tu réfléchis. Hein. Tu te dis, est-ce que j'ai pas fait la pire connerie de ma vie? Ouais, la maison que tu voulais t'acheter là. Ouais, voilà. Et puis, voilà, tu vois, avec mon père qui me disait, économise, dans 20 ans, économise un tiers de ton salaire, dans 20 ans, tu achèteras une maison pour tes enfants ou pour toi.
Moi qui dois regarder Marie-Alix, lui dire: «Ah bah voilà, maintenant l'argent je l'ai cramé, c'est soit ça marche et je pourrais participer avec toi à notre projet commun, soit bah, Mais je crois qu'elle t'a dit une phrase assez jolie par rapport à avoir une maison ou un projet horloger qui a foiré. oui, Marie-Alix, c'est là, c'est peut-être la plus belle décision que j'ai faite de ma vie, d'épouser cette fille. Heu, Elle me connaît bien et elle sait très bien, comme tu le dis très justement, et c'est ce qu'elle m'a dit aussi. Elle sait que je serais plus heureux à rater une tentative, de cette marque, que de m'acheter une belle maison en passant ma vie en me disant: «Punaise, je pourrais, ou si on faisait ça». Parce J'aurais que c'est pu. horrible de vivre dans cette espèce de supposition, si tu veux. Et comme je te disais, on en revient toujours. Moi, je le vois en vieillissant, je suis vraiment dans le faire, dans l'intelligence pratique, et cetera. Je peux qu'encourager les gens à faire ça. S'il y a quelque chose, que votre intuition ou votre corps vous incite à faire et que vous pensez que ça va être bien, c'est assez bête, hein, tu vois? C'est Mmh. assez naïf comme truc. Tu te dis: «Ah ça, ce serait cool si je faisais ça, ça pourrait être sympa et puis ça pourrait peut-être plaire aux autres et tout». Suivez ça, je vous en supplie. Je sais que c'est très difficile à faire dans la vie de tous les jours parce qu'on a les loyers à payer, les temps de présence, les je le Mmh. sais, hein, le calvaire que c'est. Et puis, on a peur que ça marche pas. Si ça marche pas, comment on va se retourner, et cetera. Moi, j'ai eu des moments très difficiles en faisant cette entreprise. À aucun moment, je t'assure, pourtant j'ai déjà été, bien au fond du trou, à aucun moment, je me suis dit: «Oh là là, j'ai fait une bêtise, j'aurais dû rester où j'étais». À aucun moment. Bon, c'est que ça marche bien et du coup, puisqu'on revient ça marche bien, ça va vite parce que là, septembre dernier, au GR Watch Days, tu as présenté un nouveau modèle déjà? Mmh. Oui, donc on a Parce pré que c'était pas assez, cette Mirage, il fallait, enchaîner tout de suite? Tu voulais pas être coincé dans les montres de forme finalement? ouais, alors là, tu fais référence effectivement à notre deuxième collection, la quantième. Il se trouve que moi, fort de mon expérience chez Richemont, chez Breitling, en tant que responsable produit, hein, donc pour une marque, j'ai acquis tout ce volet stratégique, je dirais, de construction de marque, ce qu'on appelle de narratif. Mmh. Euh, c'est pas le tout de faire une montre où crées, si tu veux, un pic d'attention. Mmh. Après, il y a quoi? Et moi, je pense que en tout cas, c'est mon opinion, qu'une belle marque, c'est une marque qui a un narratif sur laquelle tu peux embarquer sur ce bateau qui est la marque et puis voyager avec cette marque. Donc, moi, j'ai un plan produit qui actuellement est prêt pour 12 ans. Donc, c'est 2022, 2035, 2034 exactement. On lancera en 34, produira en 35. 12 ans avec un lancement par année. Ces lancements sont séquencés en termes de volume, de prix, de prise de risque, et il y a un crescendo aussi en termes financiers qui fait que je commence avec une Mirage parce que c'est ce que je pouvais me payer. Donc année 1, année 2, on a fait Mirage 34, Mirage 38. L'objectif avec la Mirage 34, c'était de consolider la Mirage 38, c'est-à-dire de l'installer comme une collection et non juste comme une pièce. Mmh. Maintenant, on a deux tailles. J'ai pour ambition de faire une troisième taille encore plus petite dans les années à venir. C'est un projet qui est en cours de développement, mais je me bats avec les lois de la physique qui sont pas très flexibles, malheureusement. OK. Mon rêve, ce serait d'avoir 3 jours de réserve de marche dans vraiment un tout petit mouvement, mais on se tire les cheveux au BT pour l'instant, on n'y est pas encore, mais je n'abandonne pas, on y arrivera, je l'espère. Euh, et à terme, je suis en train de construire, nous sommes en train, parce que heureusement je ne suis pas tout seul, à faire une marque qui aura 4 piliers fondamentaux, donc 4 collections. La première qui est la Mirage, on peut un petit peu la comparer par exemple à une collection comme l'Ellipse chez Patek Philippe. Mmh. La deuxième collection qui va être Quantième, qu'on a lancée cette année, qui est une collection pas uniquement de calendrier, mais de pièces à complications très traditionnelles, rondes, qui sont centrées autour de l'expérience utilisateur. Moi, j'ai souvent constaté que l'horlogerie compliquée, elle n'est pas très amicale. Mmh. Voilà, ça te coûte un bras, il faut un doctorat pour pouvoir régler ta Faut montre. jamais qu'elle s'arrête, c'est le plus simple. Voilà. Ouais, mais quand tu es collectionneur, Ouais, bah, oui, bien sûr. porter tes 25 QP en même temps, c'est difficile. Donc, et donc, cette horlogerie, je dirais compliquée et pas du tout amicale, qui est finalement assez snob, hein, quand tu réfléchis comment c'est. C'est une montre qui va te coûter 100 000 francs au bas mot. Euh, il te faut 25 minutes pour la régler, et puis il faut surtout pas l'utiliser dans telle ou telle conséquence. Et puis ce que tu récoltes, c'est une pièce qui est magnifique, mais où tu dois chercher l'information sur le cadran. Enfin, c'est ça que je dis quand je dis Mmh. assez snob. Donc moi, j'ai voulu cette collection quantième, j'ai remis l'utilisateur au centre.
essayer d'offrir une séquence de lecture. Donc pour ceux qui trouveront le visuel sur Internet, notre quantier manuel, il a une séquence de lecture où on lit l'heure verticalement et on lit le calendrier horizontalement en une séquence 1, 2, 3, donc heure, minute, seconde et day, date, months, comme ça. Et le cadran devient ton allié et t'amène l'information dans une séquence 1, 2, 3, dans l'ordre où tu en as besoin. Rien que ça, c'est une révélation en termes d'utilisation parce que c'est l'objet qui redevient à ton service. Ensuite, dans la manière de la régler, on a fait un gros travail dans tout l'habillage, dans le mouvement même lui-même, pour que tu puisses avoir une séquence de réglage très fluide. Je ne veux pas la décrire là maintenant parce que c'est un peu... Voilà, mais ça prend trop... Quoi que si, je devrais pour montrer que c'est simple. À la couronne, on règle l'heure et la date. Et ensuite, on a fait 2 poussoirs qui sont flush, donc c'est... qui ne ressortent pas de la boîte et qui permettent de régler la fenêtre au-dessus. Donc un poussoir à 6 heures, à 7 heures pour régler le jour et un poussoir à 4 heures pour régler le mois. Même un enfant de 5 ans, si on lui explique rapidement, il saurait le faire. Et on pourrait même le faire faire à un enfant de 5 ans, parce que c'est une montre qui a une sécurité dans le mouvement, ce qui fait que si jamais on venait à faire une mauvaise manipulation, on a la date qui se remet à 1 d'office, et il n'y a pas cette possibilité de faire dérailler un calendrier ou de casser un calendrier, comme malheureusement trop de ces pièces sont encore victimes de nos jours. Et ça, c'est un drame. Moi, je ne veux pas encore une fois donner de nom, mais dans un groupe de copains, j'ai un copain qui a cassé un calendrier d'une grande marque, et on était à table comme ça, on se passe les montres, etc. Et puis, je vois au bout de la table, c'est un copain à moi, mais on est toujours copains, c'était pas ma montre, mais je vois, il devient livide, et puis tu vois tout de suite, hein, il y a un truc qui va pas. Le pauvre, il a touché en 5 minutes, il a voulu jouer avec, il a pas demandé, le calendrier, il l'a bloqué. Ah, c'était pas la sienne en plus? Non, parce c'est repas de collectionneurs, tu vois, ou Mmh. d'amateurs de montres. Ah tiens, montre et toi, on Mmh. regarde, etc. Et puis lui, il était vraiment novice. Donc ça, c'est un conseil que je peux donner à tout le monde. Si un jour on vous passe une montre qui n'est pas la vôtre, vous demandez la permission avant de la manipuler, que ce soit la couronne, le remontage ou quoi que ce soit. Ça peut vous éviter beaucoup de problèmes. Et là, en l'occurrence, il a créé ce qu'on appelle un scénario impossible que je peux décrire. Tu prends un calendrier complet au calendrier annuel, tu vas au 31 janvier et tu sautes au 31 février. Ça n'existe pas dans le calendrier grégorien. Crac, tu cises, donc tu scelles le mouvement, ce qu'on appelle, parce que tu t'envoies les cams dans un scénario impossible. Et ça, malheureusement, ça nécessite de démonter à peu près 2/3 du mouvement pour pouvoir remettre le mouvement dans une configuration fonctionnelle. Donc c'est temps passé minimum, somme et temps de réparation maximal, l'expérience client redoutablement, redoutablement contre-productive. Donc là, on va très vite sur la quantième, je suis désolé, mais du coup, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, du coup, tu disais 4 piliers, donc après, il y aura la fiasco, c'est ça? Voilà, donc la quantième, la fiasco qu'on a déjà annoncé parce que c'est bien beau de dire on a une vision. Moi, je mets les choses sur la table. Donc en 2027, on lancera la collection Fiasco. On a déjà déposé le nom légalement, etc. Donc classe 14, on possède ce nom. Qui sera une collection de montres, toujours, mais centrée autour d'une technique de joaillerie. Métier d'art ou quelque chose comme ça? Ouais, en l'occurrence, là, bon, c'est un mix de joaillerie et d'habillage, c'est très complexe. Donc, on développe encore un mouvement pour ça, on est en train de le faire en ce moment. Sans complications, hein, 3 aiguilles. Il y aura moins de complications, ce sera effectivement plus de l'habillage et de la joaillerie. Mais le mouvement étant partie prenante de cet habillage très complexe, on développe un mouvement sur mesure encore pour ça. Et puis oui, donc c'est des projets extrêmement très complexes. Et puis la dernière collection, on est toujours en réflexion pour le nom, on a des pistes, etc. Mais c'est un horizon plus lointain. Donc là, on va gentiment s'approcher de 2030. Ce sera une collection axée autour plutôt de la performance, donc vulgairement parlant, une montre de sport. Voilà. Sous un angle, ce sera tout sauf une 5711 sur cadran bleu. Voilà, pour ceux qui se demandent, on ne sera pas du tout dans de la Royal Oak, de la Nautilus. Voilà, ça c'est un sujet, je pense, qui est très bien pratiqué par l'industrie et un paquet de marques. Moi, je ne suis pas là pour m'inscrire dans une tendance. En général, les projets qui m'intéressent, c'est les projets où on peut amener quelque chose sur la table. Par exemple, la quantième, je trouve qu'elle amène quelque chose.
parce que des calendriers complets, il y a des marques comme Vacheron, Patek, Languet qui le font déjà très bien, qui le font gentiment depuis 50 ans. Mhm. Donc je trouve que ça a du sens que quand on amène quelque chose. La Mirage, elle, c'est un petit peu comme un petit îlot sur la carte. Voilà, c'est une bouteille jetée à la mer. On peut aussi faire une montre comme ça. C'est possible. Ouais, voilà. Et moi, je trouve ça. Je suis super content de l'avoir fait, indépendamment du succès commercial finalement. Ouais, et t'es content du rendu finalement, c'est ça aussi. Moi, le jour où j'ai eu cette montre dans les mains finie, qui faisait TikTok et que tu te dis punaise, on a réussi. C'était du coup en premier, enfin si on chronomètre, on va dire, entre le moment où tu as fait le premier coup de crayon et le moment où tu l'as eu dans les mains, il s'est passé combien de temps? Plus de 2 ans. Ouais. Plus de 2 ans, ouais. Ouais. C'est un long chemin. Oui. L'horlogerie, ça demande vraiment une patience, contrairement à d'autres industries. Tu vois, j'ai des copains avec qui j'étudie au lycée qui font du stylisme, par exemple, dans l'industrie du vêtement. Les itérations, c'est 3 mois. Ouais, Moi, les gars, je les entends, ils me disent 12 semaines pour faire une collection. Je suis là, quoi? 12 semaines, je fais rien, moi. 12 semaines, rien. quelques petites questions rapides. Est-ce que tu es... Alors non, pardon. Pourquoi Berneron, pas Sylvain Berneron? Pourquoi pas un pseudo finalement? Alors, ça, c'est très intéressant, comme tu le dis. Moi, à la base, pour être très franc, je ne donnerais pas le nom, je voulais pas appeler cette marque Berneron. Je voulais utiliser un énième pseudo parce qu'en tant que designer, c'est tellement plus confortable de te cacher derrière un alias. C'est plus pratique pour prendre des risques. Tu vois, les écrivains, quand ils écrivent des trucs douteux ou très risqués, etc., t'es beaucoup mieux de marquer Émile plutôt que Sylvain, parce que si jamais ça prend feu, bon bah... Ouais, ou du moins, tu pourras t'en détacher plus facilement. Il se trouve, et c'est là où les collectionneurs ont joué un rôle important, donc j'ai jamais donné voix au chapitre à quiconque extérieur pour faire cette montre. Par contre, je l'ai montré, j'ai informé des collectionneurs. Je te donne un exemple, Ronnie Madvani, Auro Montanari, Laurent Picciotto aussi, qui sont des grands collectionneurs d'horlogerie. Quand je leur ai montré ça, c'est une des premières choses qu'ils m'ont dit. Sylvain, on adore la démarche, on trouve ça courageux, etc. Par contre, il faut que tu assumes. Donc tu mets ton nom dessus. Ça, j'ai mis du temps à avaler, hein. Et j'ai fait, je dois dire, c'est vraiment eux qui m'ont poussé à faire ça, je l'ai fait. Rétrospectivement, je pense que c'était effectivement un bon conseil. Donc voilà pourquoi Berneron. Ça, c'est les collectionneurs qui m'ont forcé à le faire. Et pourquoi pas Sylvain Berneron. Ça, c'est plus, je dirais, une culture familiale. Moi, je suis d'une famille militaire où on s'inscrit, ça veut dire dans une ligne, et tu fais toujours partie d'un ensemble qui te dépasse. Euh, et dans ma culture familiale, d'appeler cette marque Sylvain Berneron, ça aurait été vu comme une forme de narcissisme ou de... Voilà. Mais ça, c'est bien, encore une fois, c'est des cultures... je sais pas comment te dire, quoi. J'imagine que sur 2 ans de travail, chaque détail a été réfléchi. Ouais, ouais, Le B minuscule. Alors ça aussi, on peut y revenir. Moi, effectivement, je marque pas ma montre avec un B, c'est toujours B minuscule. Ça, c'est une grande culture artistique aussi. Vous trouverez des artistes comme Magritte, par exemple, ou Picasso sur certains tableaux. Ils signent avec des minuscules. Ça veut dire on extrait de l'acte artistique l'ego trip, si tu veux, le côté narcisse. Euh, Tu le fais parce que le travail a du sens, c'est la démarche qui a du sens, ça n'a rien à voir avec toi. Et tu le signes simplement pour une certaine forme d'honnêteté. Parce que le travail anonyme peut vite devenir une caricature, une agression, etc. Ça, c'est vraiment de la culture artistique. Tu le signes parce que tu assumes et que tu dis que c'est toi, c'est une certaine forme d'intégrité. Par contre, tu enlèves la majuscule parce que tu n'es pas là pour te faire mousser d'une certaine manière. Mais tout ça, c'est des codes. Encore une fois, tu rentres, ça, je l'ai jamais dit en caméra, mais voilà. Tu vois, par exemple, ma mère, elle signait pas de majuscule, pareil. Ok. Parce que il s'agit pas de toi, il s'agit de la démarche. Voilà. Donc oui, tout est réfléchi. Ah ouais, ouais, ouais. Allez, on passe au jeu. Je suis désolé, j'avais encore plein de questions. Par exemple, est-ce qu'on pourrait, c'est pareil, une question que j'aime bien poser, est-ce qu'on pourrait imaginer une Mad One Berneron, une montre Access, mais signée peut-être juste le design sans un mouvement maison pour une montre qui serait plus Access? Ou c'est pas dans le plan déjà? Alors, c'est pas dans le plan. Et pourquoi? Parce que pour pouvoir faire une pièce comme ça accessible, il faudrait que j'ai l'appui, par exemple, du Swatch Group. Voilà, il faudrait que je puisse discuter avec Nick Hayek, qui me mette à disposition son appareil industriel, parce que c'est un segment qui est très difficile de pénétrer. Et si on veut vraiment faire des choses créatives, il faut que l'appareil industriel il soit au service du design. Et quand tu ne possèdes pas cet appareil industriel, toute la marge, elle est diluée dans les composants successifs, et la pièce, elle devient hors sol.
Moi, ce que j'appelle, tu vois, actuellement, je sais que ça fait grincer beaucoup de dents quand je dis ça. Moi, en dessous de 40 000 francs, je sais rien faire à l'heure actuelle. Parce que je fais tout produire en Suisse avec des gens proches de chez moi, etc. Je fais rien produire en Asie. Euh, c'est aussi une philosophie dont on pourra reparler un autre jour, mais moi, je veux ramener l'appareil industriel proche de moi, je veux donner les sous à mes voisins, je veux participer à l'économie locale, et ça a un coût, et je pourrais pas faire ça. Donc la réponse, malheureusement, c'est pas que je veux pas, c'est que actuellement, avec les moyens dont je dispose, j'en suis pas capable. Oui, mais en gardant ta philosophie, actuelle. OK. Et une collab avec Breaking, ça pourrait être un clin d'œil, Moi, je suis un pirate. Moi, les collabs, je fais pas de collab et puis je suis allergique à ça parce que et alors, je suis allergique. Non, faut jamais dire jamais. Mais pour l'instant, j'ai tellement de choses à dire. Je pourrais occuper une entreprise de 50 personnes, hein. J'ai pas les sous. Mais des fois, c'est peut-être mieux. Donc, je dois prendre les choses une par une. Mais j'ai déjà tellement de choses qu'on aimerait faire et dire ici. On va déjà faire ça. Et puis ensuite, on verra. OK. Ouais. Allez, on passe au jeu. Avec plaisir. Tu préfères, attention, hein, tu préfères, ne pouvoir porter que tes montres ou pouvoir porter toutes les autres sauf les tiennes? Toutes les eaux soufflent miennes, sans hésitation. OK. Tu Mais préfères encore une fois, pourquoi? Parce que je fais mes montres, c'est pas pour moi, j'ai beaucoup de plaisir à partager, à interagir avec les autres. Je trouve ça plus enrichissant. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, je porte pas ma montre, je l'ai fait avec un amour inconditionnel, hein. Mmh. Euh, mais je deviens une personne plus riche à porter le travail de quelqu'un d'autre que moi porter mon propre travail, où finalement, encore une fois, c'est un peu auto-centré, quoi. Tu la connais un peu par cœur. Eh ben, trop bien, malheureusement. Ouais. Tu préfères ne plus jamais conduire de moto ou ne plus jamais faire de montre? Cette passion de la moto est toujours là ou? Alors cette passion de la moto, elle sera toujours là, mais j'ai moi-même arrêté de faire de la moto. Je me suis cassé trop de choses, et puis j'ai fait trop de courses en moto, ce qui fait que je prends du plaisir qu'à une certaine encore une fois, avec une certaine prise de risque, Ouais. qui est absolument pas, apte sur la route, quoi, Ouais. tout simplement. Et puis alors en Suisse, il y a pas la notion d'infraction, c'est délictuel tout de suite. Ça veut dire que si tu t'avises de vouloir te faire plaisir en moto sur la route en Suisse, tu dors en prison le soir. Ouais. Tu préfères un succès critique ou un succès commercial? Critique, largement. Ah ouais, mais alors 1000 fois. Et je vais te dire, par exemple, la Mirage, une anecdote, quand je l'ai faite, donc tu dois te galvaniser quand même, tu te dépenses l'argent, il y a beaucoup de gens qui te disent, Sylvain, ça va être un carnage, tu vois, fiasco, on me l'a répété, c'est de là que j'ai briqué le nom d'ailleurs, tu vois, il y a un petit côté revanchard. On y viendra. Euh, et j'avais un copain à moi, que je ne vais pas citer parce qu'il est assez connu à la Chaux-de-Fonds, euh, qui fait les cadrans. Il me fait les cadrans. On est copains, on faisait de la moto ensemble, etc. Il me disait, Sylvain, je te jure, il m'appelait régulièrement, tous les 3 4 semaines, ça va foirer, je le fais pas. Il m'appelait, et c'est le pire, hein. La famille, les amis qui veulent te protéger, c'est le pire, quand tu veux prendre des risques. Parce qu'ils ont vraiment peur pour toi, et ils veulent te protéger. C'est le pire. Et c'est le plus difficile, parce que ces gens-là, et c'est là où Marie-Alix, elle est phénoménale pour moi, c'est qu'elle me laisse prendre des risques, et elle sait que si je me plante, elle n'est pas là pour me freiner. Et donc lui, il m'appelait vraiment d'une posture vraiment amicale pour me protéger. Il me disait, Sylvain, il me disait, t'es au bord de chez moi, t'es à 34 ans, qu'est-ce que tu vas... Tu vois, on n'est pas bien là. Tu sais, en gros, c'était ça. Parce que je l'appelais, je disais, au fait, je vends ma moto, je vends tu sais, mes montres et tout, je vais faire un business. Il était là, non mais attends, qu'est-ce que t'es en train de faire? Et pendant des mois, il m'a appelé pour me dire ça. Je disais, je te jure, j'y vais, je suis parti, c'est pas négociable, on y va. T'es bon, tes cadrans, je vais te les faire, mais ce qu'on fait, lui, c'est le seul qui m'a fait cette formule-là. Il m'a dit, je te les fais pas payer, je te les produis, je te les livre, tu me payes rien, et quand tu as vendu tes montres, je te demanderai de l'argent. C'est le seul, hein. Ouais. J'ai signé aucun papier avec lui, on s'est serré la main comme des hommes. C'est une méthode de travail qui n'existe plus aujourd'hui. C'est le seul. Mais donc voilà, pour répondre à ta question, euh, le succès critique 1000 fois sur le succès commercial. Et je me revoyais dire à Marie-Alix pendant cette époque-là, on était à la cuisine le soir à couper des légumes, à faire je sais pas quoi, je lui disais, je te jure chérie, si je vends les 12 premières, je peux crever. Je lui disais, je me revois lui dire ça, mais comme de manière vraiment vivide. C'était vraiment ça. Aujourd'hui, il y en a combien qui sont vendus des Mirages? On a alloué les 10 ans de production. On a même dû, à la demande des clients, raccourcir nos délais de prod. Ça veut dire qu'on n'a pas changé le volume, mais on l'a compressé sur 5 ans. À la base, on devait en faire 12 jaunes et 12 argentés par année pendant 10 ans. Ça fait 120 pièces de chaque au total.
et c'était sur 10 ans. On a alloué les 10 ans de commande, et puis les gens ils m'ont dit: «Écoute, t'es gentil, je paye maintenant, si je pouvais attendre 5 ans au lieu de 10, ce serait cool». Donc on a accepté de compresser ça. Donc on change pas le volume, il y aura toujours 120 pièces de chaque. Elles ont toutes été allouées, les déposits ont été payés. J'ai des fois des coups de fil, des gens qui me disent: «Non mais je paye 5 fois le prix et je veux une de ces pièces, vous la». Enfin, je lui dis: «Non, les gens ont payé 50%, c'est là où c'est beau». D'accord. Ouais, des gens qui en veulent une, d'accord. Oui, j'ai des coups de fil lunaires, hein. Mmh. J'ai des coups de fil de gens qui me disent: «Vous m'en faites une en plus, l'argent n'est pas un sujet». Mais c'est des gens qui vont les acheter au grille après, qui feront Je sais pas, ouais, ça, ça c'est c'est un autre sujet, bah. si on se lance là-dedans, ça va pas être super. Ouais, je pense que tu fais référence au fait, on a une montre qui s'est vendue, chez Philips, qui est une maison de vente aux enchères suisse, pour 240 000 francs, total, donc ça faisait 190 000 francs marteau. On est à, quasiment 5 fois le prix retail, le prix qu'on la vend nous, 4 fois. Moi, c'est quelque chose que je peux pas contrôler. En tant que collectionneur, ce que je peux dire, c'est que pour moi, une Mirage, c'est pas une montre à plus de 100 000 francs. Mmh. Donc tout ce qui est au-dessus de ça, je considère quand même que c'est un peu une bulle, hein, faut le dire. Euh, mais je peux pas le contrôler, donc voilà, donc j'essaye de pas trop m'y attarder parce que Mais tu penses que c'est quoi? Que c'est bon pour la marque parce que ça fait monter la cote? Ou que c'est mauvais pour ton business parce que ça veut dire que tu aurais pu la vendre 4 fois plus cher? pour moi c'est plutôt un problème et à aucun moment je me dis ah j'aurais pu la vendre 200 000 parce que encore une fois je considère pas que c'est une montre à plus. Pour moi en tant que collectionneur, moi tu passes la barrière des 100 000 francs, faut une complication. Il n'y a pas à discuter. Enfin, déjà on les vend 65 000 francs hors taxe. Euh, et ça les vaut, parce qu'une pièce comme ça, pour information, c'est quand même 400 heures de main-d'œuvre qualifiée. Ah oui, mais souvent, moi, j'ai des fois des gens qui me disent ah, comment ça se fait que ça coûte tant, si cher? Une heure de main-d'œuvre qualifiée en Suisse, c'est 150 francs. Il y a 400 heures de main-d'œuvre pour faire une pièce comme ça. Vous faites le calcul rapidement, on a 60 000 francs. Je ne suis pas un arracheur de dents. C'est vraiment que ça coûte cher de faire des composants comme ça de manière successive, tout en métaux précieux, avec des niveaux de finition extrêmement élevés, qui impliquent un taux de rebut élevé aussi. Et tout ça, ça a un coût. Mmh. Donc, donc voilà pourquoi ces pièces, elles coûtent cher. Et je me suis perdu. Donc oui, les ventes aux enchères, pour moi, les gens pensent, me félicitent et me disent ah c'est génial. Pour moi, c'est plutôt un problème, pour être franc avec toi, Oui. parce que je trouve ça un peu prématuré, un peu haut. Euh, et Dieu seul sait où ça va aller, mais j'espère pas me retrouver dans les situations, tu vois, Philippe Dufour, ses pièces, elles s'échangent à 1,5 million aux enchères. C'est déraisonnable, c'est bon pour personne. Ok. Tu préfères la Mirage ou la Quantième? Alors ça, c'est comme dire une motocross ou une moto de piste. Moi, j'adore les deux. Enfin, je pourrais pas. C'est deux exercices vraiment fondamentalement différents, et c'est pour ça que j'ai fait les deux collections. Euh, ça dépend du mood. Tu m'aurais demandé la semaine dernière, quand je fais du business, je prends une quantième parce que c'est très. T'as ce côté un peu galvanisant d'une montre vraiment qui a beaucoup de complications, beaucoup de pièces. Et puis là, on est lundi, bon, je rentre de week-end, je suis peut-être un peu plus détendu. Je te dirais une Mirage pour commencer la semaine un peu plus cool, tu vois. Ok. Tu préfères un design réussi avec un mouvement basique ou un design quelconque avec un calibre incroyable? Ah, moi, je suis designer industriel. Je te dirais qu'un design réussi avec un mouvement basique, c'est plus difficile à faire. Parce que le calibre basique, tout le monde peut l'acheter. Ok. Donc Le faut être bon sur calibre, le design. ouais, le calibre incroyable, il faut quand même des ressources derrière, hein. Développer des mouvements, ça demande une montagne de sous, hein. Et j'en fais un dernier. Tu préfères Paris ou Neuchâtel? Alors maintenant, Neuchâtel, clairement, parce que j'ai un accès à la nature, au sport de montagne et tout, dont je ne pourrais plus me passer. Après, il est vrai qu'à Paris, et j'y retourne de temps en temps, tu as une connexion, je dirais, avec la culture contemporaine que tu peux pas avoir dans une ville plus petite. Ça n'a rien à voir avec Neuchâtel. Tu as le même problème à Dijon ou à Perpignan. Euh, donc voilà. Mais pour vivre tous les jours, Neuchâtel, C'est bien le jeu. ouais, parce que aussi à Paris, il y a un truc qui commence à me gêner dans les grandes villes, c'est l'agression de l'anonymat. Tu vois, t'as l'anonymat des grandes villes qui donne lieu à des comportements que j'ai de plus en plus de mal à supporter, moi. Les gens qui se comportent très mal juste parce qu'ils savent que tu peux pas leur faire assumer. Tu es dans l'anonymat de la ville. Donc c'est ok je sais pas moi, d'être super mal poli ou agressif ou tout ça. Chose que t'as pas dans une ville de plus petite taille parce que les gens te connaissent, Ouais, ça, connaissent. voilà. Tu vois? Donc tu dois, entre guillemets, te comporter, enfin, assumer. Voilà. Tu préfères remporter l'aiguille d'or, mais rien d'autre? Ou tout plein de prix, mais jamais l'aiguille d'or?
Ni l'un ni l'autre. En réalité, les prix, ça c'est Voilà. pareil. Le prix du GPHG, j'y suis allé parce que les collectionneurs et les gars de mon équipe m'ont dit: s'il te plaît, Bah, c'est bien pour le business quand même d'avoir un prix, ça fais-le». fait une Mais sacrée alors, mise en lumière de la marque, quoi. ouais, alors, pour être transparent avec toi, même pas, parce qu'on avait un carnet de commandes qui était plein. Moi, C'était déjà plein. le seul truc que ça m'a fait, moi, c'est j'ai récolté presque 1000 emails de gens à qui on a dit désolé, voilà, ouais. Donc Ok. c'était, et ouais, par contre, on l'a fait et je suis content de l'avoir fait parce qu'on a pu célébrer avec ceux qui y ont cru depuis le début, les collectionneurs, les gens de l'équipe aussi ici qui se disent, tu vois, c'est vrai Ouais. que, je sais pas, moi, tu travailles chez Berneron, on a des gens ici dans cette entreprise qui ont quitté des entreprises prestigieuses pour venir ici, des grosses boîtes, des gros noms dans leur lot. Quand tu quittes ça pour venir chez Berneron et ça, on est 5. Bah, quand tu rentres le soir et que tu dis: «Regarde chérie, on a quand même gagné un prix au GPHG», il y a une certaine forme de réassurance et de qu'on en avait effectivement peut-être besoin. Ok. Après, mais moi, en tout cas, le prix ne me fait rien et j'essaye surtout de mettre ça loin de moi pour pas rentrer dans le narcisse, comme on disait. Ça, je trouve, c'est le pire ennemi de tout acte artistique. Quand t'en viens à essayer de bomber le torse et de te l'approprier, là, pour prendre des paillettes, ça, c'est. Si un jour tu me vois tourner comme ça, je compte sur toi pour me. Je te le dirai. Ouais, non, sérieux. Et vraiment, ma maman serait pas fière de moi si je faisais ça, tu vois. Ok. Bon, on arrive à la fin. Tu sais ce que c'est la dernière mission que je te demande, c'est de me conseiller quelqu'un que je pourrais inviter pour 60 minutes montre en main. Oui. T'as une idée? Ouais, alors j'ai une idée, j'ai pris le temps d'y réfléchir, parce qu'il y a plein de gens qui ont plein de choses à raconter, mais je trouve ça intéressant quand tu as des grands parcours. Moi, j'aimerais confier cette tâche à monsieur Éric Giroux, qui est dans la ligne de mon métier, c'est-à-dire designer industriel. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a euh, participé de manière fondamentale au développement de l'architecture, de l'horlogerie, notamment indépendante. Il a dessiné beaucoup de pièces avec Max, il a participé à beaucoup de marques indépendantes. Je pense que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup personnellement, que j'admire créativement, et j'espère qu'il accepterait ton invitation, qu'il pourrait dire, parce que des anecdotes, là, tu vas en avoir. Tu peux faire 5 heures de podcast avec Eric, je pense. Eh ben, le message est passé, je le contacterai. Je dirais que je viens de ta part, hein. Je fais toujours ça, je me prive pas. Bon, 60 minutes montre en main, c'est terminé. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Merci à Sylvain de nous avoir reçus ici et d'avoir été généreux dans tout ce que tu nous as donné. C'était trop bien. Merci à toi. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller suivre Berneron sur Instagram, à venir suivre une minute montre en main. Enfin voilà, faites tout ce qu'il faut pour que le maximum de gens voient ce format. Merci et on se retrouve le premier lundi de chaque mois.